Merci d'être avec nous pour cette nouvelle table ronde. Les entreprises face aux défis du recrutement dans le numérique. Une table ronde pour mieux comprendre les nouvelles attentes des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Ils ont moins de 25 ans et sont aux portes de l'entreprise. C'est la génération Z. Quelles sont les stratégies gagnantes des entreprises pour capter ces talents du numérique et surtout les garder? Regard croisé de professionnels qui recrutent dans le numérique et la vision globale d'un cabinet de recrutement IT. Avec nous donc pour en parler, on va les saluer, on va les applaudir. Mathilde Hamel, bonjour Mathilde, vous êtes consultante recrutement IT chez Externatic. Bonjour à tous, donc merci. Frédéric Bonin, directeur du groupe FBO. Bonjour. Florian Fruchet, directeur général de Dynamips. Bonjour. Et Gabriel Thomas, chargé de mission recrutement et marque employeur chez Atlantique. Bonjour à vous, on peut vous applaudir, merci. Parce que... Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une émission en public, voilà, en plus. On va parler donc de vos entreprises, de vos métiers, de votre approche du recrutement, puis on s'arrêtera un instant sur cette génération Z. On se donnera un temps de questions-réponses avec le public à la fin de cette table ronde. Vos réactions, remarques sur les réseaux sociaux avec le hashtag de l'événement InnoWeek85. On va commencer avec vous, Mathilde. Vous êtes consultante en recrutement pour le cabinet Externatic. Donc c'est spécialisé dans le domaine de l'informatique. Vous avez aussi une expérience de responsable RH chez un éditeur et intégrateur de solutions logicielles. C'est quoi votre job? Alors aujourd'hui, donc mon travail, consultante en recrutement. Pour faire simple, aujourd'hui on est facilitateur de mise en relation entre les candidats et les entreprises avec lesquelles on travaille. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que mon métier premier, ça va être de recruter des différents profils. Et puis surtout, d'apporter une sorte de conseil, à la fois pour la partie entreprise et à la fois pour la partie candidat. Du côté entreprise, on va apporter un conseil orienté davantage sur le marché, donc essayer de faire une première vision de ce que nous on connaît, des entreprises avec lesquelles on travaille, de ce qui est applicable sur les avantages, sur les salaires. Et puis du côté candidat, on va s'orienter sur un conseil sur plus la partie rédaction des CV, également les orienter sur la tenue à avoir en entretien, essayer de les accompagner au mieux et surtout de les rassurer avant justement de les mettre en relation avec les entreprises avec lesquelles on est aujourd'hui. Quels sont les profils techniques recherchés en particulier en Vendée? Alors, il y en a plein. Il y a plein de profils aujourd'hui. On va dire que si je devais faire un résumé, on va avoir des profils plutôt orientés informatique industrielle, donc des profils plutôt ingénieurs hardware, des profils également en développement embarqué. On va avoir des profils sur la partie infrastructure, donc des administrateurs systèmes et réseaux, des développeurs également, beaucoup de développeurs. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises avec lesquelles je travaille sont plutôt orientées sur du développement .NET. Mais après, voilà, on en a certaines qui travaillent également sur d'autres technologies. Et puis également des postes de chef de projet plutôt orientés sur du développement et du déploiement ERP. Quelles sont les attentes des entreprises et aussi des candidats? Qu'est-ce que vous notez? Alors des entreprises, je pense que le souhait, c'est pour toutes la même chose. Ça va être de recruter des profils plutôt qualifiés, expérimentés, à peu cher. Et puis du côté candidat... à côté. Bon, c'est recherché. Généralement, ça va être les principales demandes. Et puis du côté candidat, on va rechercher donc le projet, vraiment le projet entreprise, la mission qui va être confiée, ça va être très important. Et puis derrière, on va avoir plutôt le contexte après Covid qui les amène à la fois à réfléchir à la partie flexibilité, à la partie conditions de travail qui est hyper importante maintenant, la façon dont ils vont se déplacer, les avantages qu'ils vont avoir au niveau de l'entreprise, et puis la partie salaire qui reste quand même assez importante. Est-ce que vous pouvez justement nous donner les salaires pratiqués dans l'Ouest sur les métiers IT? Alors, j'ai pris quelques notes quand même, parce que je ne faisais pas tout de tête. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit comparatif. Aujourd'hui, Externatic a mis en place des grilles de salaire qui avaient été établies justement sur des profils qu'on recrutait et qu'on positionnait chez nos clients. Donc, l'idée, c'est de faire un comparatif entre 2016 et aujourd'hui par rapport à ce qui avait été fait. Donc, sur un profil d'ingénieur en développement, donc profil Bac+5 ou école d'ingé, en 2016, on était sur une tranche de salaire entre 36 000 et 38 000 pour un profil ayant entre 3 et 6 ans d'expérience. En 2022, aujourd'hui, on est davantage sur une fourchette entre 41 et 48 000. Pardon. En parlant brut? En parlant brut. D'accord. Sur un chef de projet technique, on était entre 34 et 39 000. Aujourd'hui, on est davantage entre 40 et 45 000. D'accord. Sur un poste d'ingénieur en infra, pour donner un peu de visibilité également sur toute la partie administration système et réseau, avant, on allait se trouver sur du 35-40 000 et aujourd'hui, on est plus entre 40 000 et 46 000. Évidemment, ça reste des fourchettes, mais ça permet de montrer que voilà, on a eu énormément de croissance sur la partie salariale ces dernières années.
Est-ce que la fourchette est à peu près la même dans vos sociétés? Oui, effectivement, ça ressemble à ce qu'on pratique chez nous. Il y a quelques différences sur les avantages à côté des salaires aussi. Oui, ça on va en parler, bien sûr. Romain? Alors, Florian, mais ça Florian. marchera quand même. Oui, non, c'est ça. C'est pas comme si on se connaissait pas, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est ça. Mais je rejoins Frédéric, c'est le package qui est autour qui va être surtout demandé en ce moment. Pour le groupe Atlantique, pareil. Nous, on a un mode de fonctionnement qui fait qu'on va avoir des grilles salariales et on va faire un benchmark en fait annuel pour regarder quels sont les salaires pratiqués par ailleurs, les salaires du marché, pour pouvoir s'aligner dessus et être compétitif, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous dire la façon dont vous recrutez donc, dans votre cabinet de recrutement? Est-ce que votre méthode a changé ces dernières années? Alors oui, vis-à-vis du Covid, donc on va dire que essentiellement aujourd'hui la méthode de recrutement qu'on va avoir, elle est assez simple et utilisée un petit peu partout, mais on va avoir la chasse, le sourcing. On va avoir, nous, la chance d'avoir un vivier de candidats qui est aussi assez important et qu'on utilise assez régulièrement. Et puis, la partie réseau, qui est très, très importante de notre point de vue, avec essayer justement de rencontrer au maximum les candidats, que ce soit durant les meet-up, que ce soit durant plein d'événements liés à la tech, qui nous permettent d'avoir un lien assez privilégié avec eux. Et puis, aujourd'hui, par rapport à ce changement, c'est vrai que nous, on réalise davantage des entretiens en visio. C'est important pour nous parce que ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces, d'avoir beaucoup plus de réactivité. C'est ce qu'on demande aujourd'hui à nos entreprises, mais c'est ce qu'on s'applique également à nous-mêmes. Les candidats aujourd'hui ont la possibilité de trouver un job pour certains entre 2 semaines et 3 semaines de recherche et encore. Donc on se doit d'être le plus réactif possible et c'est vrai que la partie visio nous a beaucoup aidé dans les entretiens. Alors, on va faire un rapide tour de table de vos sociétés. On va parler de 2 items. Ces 2 items, recrutement et aussi marque employeur. FBO, tout d'abord. Oui, bonjour. Donc nous, groupe FBO, on est une société de services en informatique. On a 2 activités, une activité orientée infra et une activité orientée développement de logiciels sur mesure pour les PME, PMI. On est aujourd'hui installé à La Roche-sur-Yon, une 50aine de salariés. Très bien. Alors, Romain, je plaisante, Florian. Donc Dynamips, on est une ESN, donc entreprise du service du numérique. On est basé sur 5 sites, donc La Roche-sur-Yon, Saint-Herblain, Rennes, Mayenne et Angers. Et nos métiers, il y a 4 grands métiers. Il y a l'infrastructure, toute la partie hybride sur site ou dans le cloud, le collaboratif avec des questions d'usage, la partie sécurité, cybersécurité, on en parle beaucoup, et puis une partie gestion sur la partie outillage de la partie compta et autres. Merci Florian. Gabriel, vous accompagnez aujourd'hui les recrutements du siège social et notamment la DSI du groupe. C'est plus de 150 personnes réparties entre La Roche et Nantes. Pour le groupe Atlantique, c'est quel type de société ? Alors le groupe Atlantique, c'est 12 000 personnes. On est une société on est un groupe industriel. On conçoit, on produit et on distribue des solutions de confort thermique. Et donc, comme tout grand groupe, on a donc toute la chaîne de valeur des métiers et des compétences informatiques, donc qui sont internalisées au sein du groupe. Et donc, on va recruter vraiment tout le type de profil informatique, du DSI jusqu'à tout ce qui va être développement, technique, etc., infra et compagnie. Voilà. Alors là, vous venez de nous dire les profils que vous recrutez chez Atlantique, chez FBO et Dynamips. Quel profil recrutez-vous ? Bon, alors on a comme on a différents métiers, on va avoir des profils consultants applicatifs qui sont des profils où on va vraiment être plus proche d'un chef de projet pour vraiment comprendre l'usage de nos clients et puis arriver à avoir un discours de chef de projet proche des outils. Et après, des profils très techniques, administrateurs système et réseau. Et là, on va avoir des experts et des plus juniors. Et voilà, on a deux grandes missions. On a la gestion de l'alternance, mais on y reviendra. Et puis, on se fait aider de différents cabinets pour les profils un peu plus expérimentés, où là, on a besoin d'aide pour, en plus de notre communication, aller les chasser. Et chez FBO, quel profil ? Alors chez FBO, on recrute aussi des administrateurs système et réseau pour la partie infra. Et puis sinon, côté développement, on recrute des chefs de projet. Alors chez nous, ça s'appelle des product owners, puisqu'on travaille en mode agile. Donc des product owners. L'agilité, ce sont des méthodes de travail qu'on a implémentées chez nous depuis 2008-2009, qui font que le travail se fait par itération, par sprint de travail. Et donc les product owners sont chargés de faire le lien entre le client et l'équipe de dev.
un peu traduire le langage, parce que tout le monde ne parle pas le même langage. Donc, c'est un peu les traducteurs du métier du client. Et donc, on recrute des product owners et des développeurs. Alors, sur les développeurs, aujourd'hui, on n'est pas attaché au diplôme, on est plutôt attaché à la liste des compétences qu'on a définies avant le recrutement. Est-ce que les difficultés en matière de recrutement sont les mêmes qu'il y a 10 ans? Est-ce que vous avez les mêmes difficultés qu'il y a 10 ans, tous les trois? Alors non, c'est plus difficile, mais ça fait 10 ans qu'on dit que c'est plus difficile. Il y a 10 ans, on va dire qu'une annonce et on va dire une certaine communication, marque employeur, marque corporate, pouvait suffire dans la majorité des cas. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on se dit, c'est qu'il faut aller plus chercher les candidats, faire plus d'efforts là-dessus et leur montrer ce qu'on a à leur offrir, en fait, ce que ça va leur apporter de travailler pour notre entreprise. Alors qu'avant, leur dire qu'on leur apportait juste un emploi et un salaire suffisait quasiment dans la majorité des cas. Est-ce que c'est le cas chez Dynamips et FBO? Oui, c'est vraiment ça. Alors en même temps, j'avais envie de dire, c'est pas plus compliqué. Pourquoi? Parce que finalement, si on a su évoluer ce qu'on vit au sein de l'entreprise, il suffit juste de le retranscrire pour que les nouveaux arrivants comprennent qu'on peut venir chez nous, qu'il faut venir chez nous. Mais par contre, oui, ça change quand même différents aspects. C'est-à-dire qu'avant, et je vous rejoins pas particulièrement, il y avait une fiche de poste, un salaire. Donc il faut toujours la fiche de poste. Il faut que le poste pour lequel on vienne soit vraiment celui qu'on va pratiquer. Et c'est important parce qu'il y a une valeur travail quand même. Mais autour de ça, il faut savoir comment on va venir travailler, avec quelle souplesse on peut travailler, qu'elle soit possible ou non, parce qu'on l'apprend ou on ne l'apprend pas. Et puis tout ce qui va être parallèle, transversal. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de collaborateurs qui restent aussi chez nous parce que 20% de leur temps va être consacré à des missions transverses. Et ils ont du sens. C'est-à-dire qu'ils font avancer l'entreprise sur autre chose que le métier précis. Alors, chez FBO, vous avez mis en place une méthode originale de recrutement pour favoriser la pluralité des compétences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors en fait, on s'est rendu compte il y a une dizaine d'années qu'il fallait des équipes très diverses. En fait, il fallait une diversité importante dans les équipes de dev. Si on avait 5 ingénieurs qui sortaient de l'école d'ingé, qui avaient le même âge, la même formation, quand il y en a un qui faisait une connerie, les 4 autres faisaient la même, mais il n'y en a pas un qui s'en rendait compte. Donc on s'est dit, il faut une vraie diversité. C'est vrai que pour ça, on a cherché des solutions pour recruter. Et nos façons de recruter aujourd'hui, ce sont les équipes qui recrutent, mais les équipes recrutent sur des CV entièrement anonymes. Alors j'en profite pour remercier les équipes RH chez nous qui font un gros boulot, puisqu'aujourd'hui, les équipes RH s'occupent d'anonymiser entièrement les CV. Mais avant ça, s'occupent de vérifier les compétences qu'ont besoin les équipes et travaillent avec elles pour lister les compétences. Alors on dit compétences, sachant que les savoir-faire et les savoir-être sont dans les compétences chez nous. Liste ces compétences et essaye de travailler avec l'équipe pour savoir quelles questions il fallait poser pour avoir la réponse au niveau des compétences du salarié. Et donc on recrute forcément tout en anonyme, et c'est vrai que ça permet d'avoir des équipes diverses avec des compétences des fois complémentaires à ce qu'on attend, avec des profils complètement différents, et c'est la diversité qui fait la richesse de nos équipes. Florian, vous avez démarré stagiaire chez Dynamips, vous avez un parcours très intéressant. Ça remonte à loin pour en être aujourd'hui l'un des 3 dirigeants. Qu'est-ce qui a évolué donc, dans le recrutement chez Dynamips? En fait, qu'est-ce que vous avez connu qui n'existe plus maintenant? Je ne sais pas s'il y a des choses qui n'existent plus. En tout cas, ce qui existe, et là on en est vraiment très fiers, c'est que mon parcours n'est pas un parcours atypique. C'est-à-dire que oui, je suis rentré en tant que stagiaire et j'ai pu gravir les échelons. D'ailleurs, je suis commercial de métier. On n'en parle pas depuis tout à l'heure, et c'est aussi de ma faute, mais dans le recrutement numérique, il y a aussi toute cette partie commerce, et qui n'est pas plus facile que la partie technique, avec les mêmes réponses à apporter. Et donc pour revenir, voilà, le parcours que moi j'ai eu, on est très content de pouvoir le donner aussi à d'autres personnes. Alors, tout le monde n'a pas envie de gravir un nombre d'échelons, mais le but c'est quand même d'arriver à un épanouissement. Et on s'épanouit tous à des moments différents, et ça c'est important. Et là où moi ça s'est fait grâce à la croissance de l'entreprise, je pense que par contre ça ne changera pas. C'est parce qu'on aura une croissance, alors pas forcément en chiffres, mais une croissance en termes de services, en termes d'autres choses, que les différents collaborateurs vont pouvoir s'épanouir. Et je crois que ça, c'est pas prêt de changer. Les moyens vont évoluer, et ils évolueront encore. Le télétravail, on parle beaucoup de télétravail avec le Covid, on en faisait avant. C'est juste que plusieurs entreprises se sont mis à en faire depuis, mais on en faisait avant, bien avant.
Alors, on va en parler du télétravail dans un instant. Qu'est-ce que vous mettez-vous en place chez Atlantic pour aller chercher des candidats? Est-ce que vous avez mis un accompagnement particulier? Alors, au sein du groupe Atlantic, première chose importante à avoir en tête, c'est que c'est le manager qui est le chef de projet de son recrutement. Et il a autour de lui donc tout un écosystème qui va l'accompagner. Donc les RH, l'équipe recrutement, des consultants internes qui vont permettre de tester les candidats sur leur potentiel, leur mode de fonctionnement, etc. Avant, on était très centré sur comment on va évaluer le candidat, comment on va s'assurer qu'il ait les bonnes compétences. Aujourd'hui, on accompagne aussi beaucoup le manager sur comment on peut aller chercher le candidat. Donc on va l'accompagner sur des méthodes de sourcing et des méthodes d'approche en fait, parce que l'objectif c'est que ça soit le manager recruteur qui puisse être en contact direct avec le candidat. Tout simplement parce que dans beaucoup d'entreprises et de groupes, ce sont les RH qui font ce premier filtre. Les RH, j'en fais partie, je peux en parler facilement, on n'y comprend rien à la technique et on est capable de beaucoup de choses pour vendre notre entreprise. Donc le candidat veut avoir un échange à propos on parlait du projet, de la mission. Ça, c'est la première chose. Et donc notre boulot en tant qu'RH et recrutement, c'est d'aider le manager à mettre en avant tous les avantages du groupe. Et notamment au sein du groupe Atlantic, on a mis en œuvre du télétravail. Alors, depuis le Covid, pour notre part, on a beaucoup accéléré là-dessus. Tout ce qui va être logique de flex office, le multi-office, en fait, on a des implantations donc, à La Roche-sur-Yon, à Nantes. On a donc, aussi dans plusieurs endroits en France. Donc, quand c'est possible, on peut proposer cette grande flexibilité finalement aux candidats. Alors, l'avantage aussi de travailler dans le numérique, c'est qu'on peut travailler en flex office, en télétravail. Est-ce que ça fait partie maintenant, depuis la crise Covid, c'est presque devenu la norme d'ailleurs de travailler en télétravail? Est-ce que ça fait partie des attentes premières lorsque vous recevez en entretien? Mathilde, par exemple? Alors, pas forcément des attentes premières. Maintenant, ça va être dans les conditions au même titre que le salaire. C'est-à-dire que la question qui va arriver quand on va commencer à parler des avantages va introduire la partie télétravail. Aujourd'hui, c'est vrai que 2 journées de télétravail, ça va être à peu près le standard qui est appliqué au niveau des entreprises avec lesquelles j'ai l'occasion de travailler et qui va être au minimum attendu par les candidats. Après, il y en a qui vont accepter moins, il y en a qui vont attendre plus, mais la majorité va pouvoir se concentrer sur cette partie-là. Du côté d'FBO et Dynamips? Alors, sur le télétravail, c'était une demande déjà il y a quelques années, 2017 je crois chez nous, ou 2017 je crois. Donc en fait, mais pour répondre à la question, on essaye de répondre au quotidien en fait aux demandes des salariés, dans la limite forcément du raisonnable, mais on essaye de répondre aux demandes et depuis une dizaine d'années, effectivement ça a changé, ça évolue, mais si on fait attention à y répondre régulièrement, à pas être contraint à la réponse, je pense que le fait d'avoir un peu d'avance sur le télétravail, sur plein d'autres sujets, en fait, ça peut permettre facilement de recruter. Mais ça nécessite, j'imagine, en tout cas, une certaine logistique, notamment pour un développeur. Il y a aussi tout ce qui est une question de sécurité des données. Donc, ça ne doit pas être forcément évident pour certains postes. Non. Et alors, nous, dans le numérique, c'est facilité. Mais globalement, on peut aussi être à la traîne si on n'est pas équipé pour. Ça, c'est sûr et certain. C'est ce qu'on a vécu pour nos clients. Certains n'ont pas cette même possibilité ou n'étaient pas équipés. Donc, c'est là où il faut les accompagner. Et sur le télétravail, oui, il y a la souplesse des horaires qui joue beaucoup. Et des fois, il ne faut pas confondre télétravail et souplesse d'horaire. Pour moi, c'est bien 2 choses distinctes. On essaye de déterminer que finalement, bien équipé, où qu'on soit, alors nous, on n'a pas autant de sites qu'Atlantic, mais où on soit, chez soi ou dans une des agences Dynamips, le but, c'est de pouvoir travailler correctement. Et ensuite, c'est la mise en place de rituels de management qui va m'aider dire... Bien sûr. Parce que pourquoi 2, pourquoi 3 jours, pourquoi 1 le but, c'est de dire à un moment donné, il faut être en équipe. Il faut vivre quelque chose en équipe. Et s'il y a des rituels qui sont mis en place pour que, de manière logique, on vienne au bureau pour vivre ce rituel ensemble, la question de dire est-ce que tu viens pas ne se pose plus. C'est bien dans le texte, il faut le faire vivre, il faut le manager. On a nous aussi nos contraintes et les choses qui ne marchent pas. Mais c'est l'idée. Quelles sont les demandes que vous avez en entretien que vous n'aviez pas avant? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Mathilde me disait juste avant de commencer cette émission, la demande en crèche, par exemple. C'est une demande que vous avez de plus en plus? Alors, c'est des demandes qu'on peut avoir parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui forcément déploient de nouvelles choses, des nouveaux avantages. Donc, les demandes en crèche deviennent un avantage complémentaire. Du coup, lors d'un changement d'entreprise, il faut un aspect compensatoire. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a la demande en crèche, mais le télétravail en fait partie. On a les tickets resto, on a des mutuelles prises en charge à 100%. Donc ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir.
mais qui sont finalement des éléments que viennent redemander les candidats. Effectivement, les demandes en fait, qui sont arrivées depuis une dizaine d'années, tous les ans on a une nouveauté, mais ça peut aller du médecin au logement, au transport en commun, à la crèche, à l'assistante sociale professionnelle. On a vraiment tout type de demandes qui arrivent aujourd'hui. Et vous avez mis en place quelque chose qui est très très intéressant dans votre approche chez FBO. On va en parler dans un instant sur la partie marque employeur. Chez Dynamips, est-ce qu'on a tendance à recruter plutôt, alors vous allez me dire, Vincent, il faut avoir des compétences techniques, mais est-ce qu'on est plutôt sur les hard skills ou les soft skills? Et, en français, chez moi, ça veut dire globalement, je préfère recruter, on en parlait, quelqu'un qui va vraiment s'intégrer à l'équipe. Et qui, de par ses compétences et son savoir-être, va apporter un plus. Et c'est pas évident, mais comment cette personne, au sein de l'équipe, parce qu'elle intègre forcément une équipe, elle va mettre en valeur aussi les autres personnes et elle va parfaitement s'intégrer. Et je trouve, mais ça c'est mon avis, qu'il est bien plus facile de former quelqu'un à la technique de son métier, commerce, technique, dev ou autre, qu'à ce qu'elle est vraiment. Et je dis souvent, il vaut mieux quelqu'un qui fasse des erreurs techniques qu'on va pouvoir reprendre, mais qui vraiment vit avec l'équipe, que l'inverse. Ouais. Parce que ça, c'est très compliqué à gérer et en général, il faut mettre plutôt vite s'en séparer. Comment ça se passe du côté de l'Atlantique lorsque vous avez un candidat potentiel? Alors ça se passe bien. Non, mais je rejoins ce qui a été dit. En fait, évidemment, il faut un socle, une base de compétences qui est là et qui pourrait être développée demain. Et c'est sûr que les savoir-être permettent en fait finalement de multiplier ce potentiel technique. Et donc moi j'aurais tendance à dire qu'il y a une dizaine d'années, on était très focus sur la technique, les compétences dans le dur et voilà, le savoir-être passait un petit peu à l'as. Et maintenant, c'est vrai qu'on va chercher à avoir les deux, en fait, tout simplement. Et en tout cas, à venir évaluer les deux. Et donc ça, c'est devenu important. Mais je ne pense pas que quelqu'un qui n'a pas de compétences, mais qui a un très bon savoir-être, pourra être recruté sur un poste... en tout cas, il ne pourra pas être opérationnel tout de suite. Donc, il y a quand même besoin de cette base qu'il ne faut pas négliger quand même. Alors, les métiers du numérique sont attractifs. La réalité du marché est simple. Il y a plus de postes à pourvoir que de candidats. Vous mettez en place donc, dans vos entreprises plusieurs actions pour qu'ils se sentent bien, qu'ils deviennent quelque part prescripteurs de votre société. Mathilde, tout d'abord, quelles bonnes pratiques avez-vous remarquées chez vos clients pour attirer de nouveaux talents? Alors, nous, ce qu'on a pu voir, et puis le groupe Atlantique en fait partie, c'est cet aspect-là justement d'avoir différents sites. Proposer justement aux candidats d'avoir des bureaux, par exemple, positionnés à Nantes. Nous, ça nous aide à attirer davantage de profils, davantage de candidats, avec des déplacements moins importants sur La Roche-sur-Yon, par exemple, et qui permettent justement d'attirer des profils plus expérimentés et qui sont sur d'autres situations géographiques. Ensuite, on va avoir des entreprises qui vont avoir raccourci un petit peu le temps de travail hebdomadaire, donc qui sont passés de 5 jours de travail à 4 jours. Donc ça, c'est pareil, c'est des avantages qui viennent être un petit plus pour les différents candidats. On va avoir des entreprises qui aujourd'hui travaillent en full remote. Donc ça, c'est un sujet qui est un petit peu compliqué. Le full remote, c'est en 100% télétravail avec quelques venues sur site une fois ou 2 fois par mois. C'est un sujet qui est un peu compliqué parce qu'en termes de management, c'est pas applicable à toutes les entreprises. C'est plus complexe à gérer et c'est pas encore forcément dans les normes des entreprises françaises. Par contre, c'est vrai que ça aujourd'hui, ça permet de cibler des candidats qui sont positionnés partout en France. Donc derrière, on a quand même des expertises qui sont facilement touchables, qui vont rechercher justement du full remote et qu'on va pouvoir proposer à nos entreprises. Alors chez FBO, vous faites quoi pour créer des ponts entre l'entreprise et les jeunes générations? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors effectivement, on a pris quelques stagiaires, apprentis, enfin un peu comme toutes les entreprises, ça fait partie de notre démarche RSE. Dans RSE, il y a le côté sociétal et donc de faire attention aux formations, aux jeunes, à l'intégration aussi, enfin en tout cas au réemploi. Et on a aussi travaillé avec une fondation, c'est la fondation C'est Génial, qui fait le lien entre les professeurs et les entreprises. On les a fait venir chez nous, on les a fait chez Olego, chez nous, pour apprendre quelques méthodologies agiles. Et on a vu que c'était un pont qui était plutôt intéressant, puisque les équipes d'enseignants ont pu prendre quelques astuces, quelques façons de faire qui vont dans les écoles et qui marchent dans les écoles. Et donc on continue avec C'est Génial. Ça a été arrêté pendant le Covid, mais ça reprend l'année prochaine.
Et chaque nouveau collaborateur bénéficie d'un parcours d'intégration d'1 mois. Oui, alors d'un parcours d'intégration, alors d'1 mois visible pour le collaborateur qui est plus que ça, puisqu'il a un tuteur. Et il y a un parcours défini, effectivement, mais je pense que ça te fait de plus en plus. On avait besoin, en tout cas les nouveaux collaborateurs ont besoin d'être intégrés dans l'entreprise réellement. Et intégrer réellement, c'est pas juste être sûr qu'il a un PC et puis une chaise pour s'asseoir. C'est vraiment une intégration complète sur, quand on veut recruter sur du savoir-être, autant que sur du savoir-faire, il faut aussi faire attention à comment est-ce qu'on déjeune le midi, où est-ce qu'on va, à quel jeu on joue entre midi et deux, qu'est-ce qu'il y a comme soirée, qu'est-ce qu'il y a comme afterworks, enfin voilà. Et c'est tout ça qui fait partie du parcours d'intégration qui a été créé par les équipes RH encore. Alors, j'aime beaucoup votre approche en tant que chef d'entreprise parce que vous avez bien pris conscience de la responsabilité que vous aviez de prendre soin de son équipe. Vous avez mis des choses en place pour répondre aux problématiques, on dit, extérieures du salarié. Vous vous êtes associé donc avec une asso qui s'appelle Foxy. Oui, effectivement. Alors, en fait, la démarche, c'est de se dire, on a besoin des salariés, ceux qui auront les projets demain, les développements sont ceux qui auront les bras, et surtout les têtes pour le faire. Donc, il faut faire attention à nos têtes et puis à réussir à en recruter des nouvelles. Et donc, pour ça, on fait attention à positionner, en tout cas à vérifier si on est en adéquation avec leurs attentes. Alors, leurs attentes professionnelles, mais extra-professionnelles. C'est vrai qu'il y a Foxy, il y a aussi la médecine. C'était une demande il y a 7-8 ans, je crois. On n'a pas de médecin quand on arrive chez nous en Vendée, qu'est-ce qu'on fait? Donc soit on dit on va voir les politiques et puis on demande aux politiques de faire quelque chose, mais bon, ils n'ont pas non plus de moyens que nous, soit on prend le taureau par les cornes et puis on y va, on essaye de trouver des solutions. Et c'est ce qu'on essaye d'apporter à chaque fois. Foxy, c'est exactement ça, c'est les problèmes perso, quand on a des problèmes perso. Alors en Vendée, on est une entreprise plutôt familiale, en général les salariés viennent voir le chef d'entreprise sur un problème d'enfants malades ou de parents à placer en maison de retraite, c'est un sujet important, donc on parle ça à la pause café entre midi et deux, et on voit bien en tant que chef d'entreprise que ça perturbe les salariés. Et donc, à force d'entendre ça, nous, en tout cas, on essaye de trouver des solutions pour leur répondre. Et c'est vrai que sur cette solution-là, on a utilisé l'association Foxy, qui est une association qui permet de mettre à disposition une assistante sociale professionnelle dans le milieu de l'entreprise sur le temps de travail. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, ça existe depuis des années. Mais là, en discutant avec d'autres chefs d'entreprise, je me suis rendu compte qu'il y avait des belles entreprises vendéennes qui utilisaient le service. Et donc, j'ai pris cette assistante sociale. Et donc, non, c'est vraiment des super. En tout cas, il y a des très bons retours d'utilisation de ce service. Ouais, prends soin de tes salariés, prendront soin de ton entreprise. C'est exactement. Oui, faut pas rêver. C'est pas désintéressé, forcément. Ouais. Alors, chez Dynamips, Florian, vous avez une politique de qualité de vie au travail très intéressante, preuve en est, puisque vous n'avez que 10% de turnover. Qu'est-ce que vous mettez en place pour avoir que 10% de turnover? Plein de choses. Enfin, on essaye. La première, honnêtement, je disais tout à l'heure, il y a une dizaine d'années, tous les ans, on a des réunions de comité stratégie. L'objectif, c'est de voir vers où on veut aller et autres. Et il y a peut-être 12 ans maintenant, un des piliers qui est sorti, c'est le bien-être. Et là, on s'est dit, ah mais oui. Et finalement, de là, on a commencé à construire quelque chose. On a eu la chance de travailler avec un partenaire fort qui s'appelle le groupe Neolis, avec qui on a pu mettre en place des enquêtes WeView, c'est des enquêtes en fait mensuelles, anonymisées, pardon. C'est un baromètre de qualité, c'est ça? Et c'est exactement ça. Et qui permettent à tous nos collaborateurs, sur des questions déterminées par l'équipe du groupe Neolis, et pas par nous, puisque les questions dirigées, évidemment, un peu trop faciles. Et en fait, l'objectif, c'est d'être sûr d'avoir le bon baromètre de ce qui se passe chez nous sur différents items, l'environnement, le management, la partie matérielle, tout simplement, mais aussi la pression ou la fatigue. Et grâce à ça, les managers Dynamips ont été formés à pouvoir actionner à leur niveau différents outils. Donc voilà, on a rendu une 60aine d'enquêtes. On a environ 75 à 80% de personnes qui répondent. Et derrière, il y a des réponses évidemment qui font bouger les lignes. Donc ça, c'est une partie de la chose sur la qualité de vie au travail. En tout cas, c'est un bon baromètre. Et puis, alors, je ne connaissais pas Foxy, mais on essaye de... honnêtement, aujourd'hui, moi j'ai connu Dynamips, on était 8, on est 170 maintenant, donc je ne suis pas en mesure de prendre le café avec tout le monde le matin. Donc en fait, on forme très fortement nos managers. Alors, on met Dina devant tout, donc c'est les Dina managers. Et c'est eux qui doivent, ils sont 12, et c'est eux qui doivent finalement être en proximité de leurs équipes. Et je pense qu'aujourd'hui, très clairement, pour que ça se passe bien, il faut que chaque collaborateur ait l'oreille de quelqu'un à 5 mètres de son bureau. Et si les remontées se font, voilà, des fois on dit non. Mais quand on peut dire oui, on le fait avec plaisir et globalement, ça marche. Et vous êtes labellisé entreprise accueillante. Vous ouvrez vos portes.
Oui, oui, ça revient un peu. Comment dire? On met en place des choses, mais il faut aussi qu'on aille voir ce que font les autres. Donc, on aime quand les gens viennent chez nous pour voir ce qu'on fait, et nous, on va chez les autres pour voir ce qu'ils font. On fait des learning expéditions aussi avec des boîtes qui n'ont rien à voir avec l'informatique. On était l'autre jour chez un groupe d'expertise comptable pour savoir un peu quels sont les points qu'on peut encore travailler et autres. Et puis, surtout, quand on accueille du monde, c'est tous nos collaborateurs qui les accueillent. Donc, quel plaisir de montrer ce qu'on fait, comment ça se passe. Donc, ça, c'est très intéressant. Et dans votre façon de fonctionner, pardon, est-ce que vous utilisez les canaux de communication utilisés justement par la génération Z, à savoir TikTok, Instagram, etc. Alors, aujourd'hui, pas trop. Sur notre communication de marque employeur ou même communication en général, on est, je dirais, sur des réseaux relativement standards. Mais par contre, chaque canal va avoir son public. Il est très clair qu'aujourd'hui, pour un événement comme l'Innovation Week, on est plus sur LinkedIn et Twitter, alors que Facebook va être sur des choses différentes. Et puis en interne, on va avoir nos canaux propres à nous. Justement, ce soir, je suis en soirée raclette sur l'agence d'Angers. Donc là, on ne le mettra pas sur LinkedIn, par exemple. Soirée raclette, chez vous, avec Dynamips. Pourquoi est-ce que vous avez créé une école interne ? Parce qu'on a, pour faire simple, 2 grands profils. Des gens qu'on est prêt à embaucher, à prendre le temps de les faire monter en compétences. Et je vous rejoins, on ne peut pas non plus prendre quelqu'un qui ne connaît rien au métier. Mais on va savoir que dans ce recrutement-là, on peut se donner 18 mois, 24 mois, 36 mois pour l'emmener vers quelque chose. Et là, pour nous, l'alternance, c'est une vraie réponse. Donc, on a créé deux promos. Une promo technique de 15 alternants par an qui rentrent pour avoir son bac plus 3, donc avec un équivalent bac plus 2. On n'a pas anonymisé, mais ça, ce serait top de le faire. Donc, on a tout type de profil. Hein. C'est un équivalent bac plus 2, c'est pas forcément... Et on va avoir 15 alternants techniques qui vont suivre tout un parcours sur une année pour finir diplômés. C'est la 3e promotion cette année. Donc, sur les 2 premières, on est à 50% de recrutement. Alors, soit parce que clairement, les personnes n'ont pas souhaité continuer chez Dynamips parce que des fois, elles changent de métier. Ou soit parce que les compétences qu'elles ont acquises ne sont pas suffisantes pour rentrer dans l'équipe. Et là, on a lancé cette année la même chose sur la partie commerciale, avec des profils SDR et Business Developer. SDR, c'est Sales Development Representative. C'est plutôt de la partie chasse, de la lead gen. Et Business Developer, c'est plus de l'acquisition de clients. Et après, on fait du recrutement là, avec des cabinets et autres pour aller chercher des gens plus expérimentés. Et on voit bien effectivement que la marque employeur, toutes les actions que vous mettez, je trouve ça génial. Hein. Moi, j'aurais adoré faire une soirée raclette avec les équipes quand j'ai travaillé dans différents groupes. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que c'est aussi la manière pour vous de créer du lien, de souder les équipes, de les valoriser, d'échanger aussi sur on le dit, hein, par exemple, quelqu'un qui va moins bien, qui a peut-être un petit coup de mou, qui a des problèmes extérieurs à son activité professionnelle. Donc ça, c'est vraiment la marque employeur est très intéressante. Et ce que vous faites, bravo pour ce que vous faites parce que tout le monde ne le fait pas. Voilà, je l'ai dit, tout le monde ne le fait pas, même si beaucoup de sociétés commencent à travailler et travaillent même depuis quelques années quand même sur cette marque employeur pour devenir une entreprise accueillante. Gabriel, vous vous occupez aussi de projets de développement de la marque employeur du groupe Atlantique, comme notamment la certification Top Employeur. Donc, qui dit Top Employeur dit qualité de vie au travail top. C'est ça, vous avez tout résumé. Non, mais alors, ce qui vient d'être dit, effectivement, donc en fait, pour revenir, la marque employeur, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est faire la publicité de l'expérience du collaborateur au sein d'une entreprise. On peut faire de la publicité d'un produit qui est nul ou d'un produit qui est bien. C'est beaucoup plus facile quand c'est bien. Et donc, en fait, le boulot des entreprises, c'est du coup de rendre cette expérience collaborateur la plus agréable possible. Donc voilà, on parlait d'enquête, de développement de profils jeunes diplômés ou en cours d'études. Voilà, c'est des choses que le groupe Atlantique fait. On fait une consultation, pareil, tous les 4 ans. On interroge l'ensemble de nos collaborateurs pour comprendre et connaître leur état d'esprit, comprendre ce dont ils ont besoin, etc. Ensuite, on fait donc des plans d'action pour répondre à ces besoins sur 4 ans. On a effectivement aussi une politique de recrutement de stagiaires, d'alternants, une politique de programme qui accompagne les jeunes diplômés, qui les développe sur un programme de 3 ans, qui leur permet de créer du réseau en interne, de découvrir d'autres métiers, etc. Mais donc, du coup, tout ça, ça permet en fait de vraiment maximiser l'expérience collaborateur et en fait c'est ça aujourd'hui la marque employeur, c'est ça le défi, c'est de finalement avoir une réponse à pas tous les besoins mais un maximum de besoins qu'ont les collaborateurs quand ils travaillent. Donc ça, de besoins
liés à la mission, liés à l'entreprise, son organisation, mais aussi des besoins qui peuvent être externes à l'entreprise. Ça a été très bien présenté tout à l'heure. Parce qu'en fait, effectivement, c'est intéressé. Plus le salarié se sent bien et plus il va avoir envie de s'engager pour l'entreprise. Et donc, évidemment, plus on lui permet de se sentir bien sur les facteurs internes et externes, et mieux ce sera pour tout le monde. Quelle carte faut-il jouer selon vous pour attirer les profils IT et notamment en Vendée? Parce que là, on a parlé de recrutement, on parle de marque employeur. Quelle est la carte qu'il faut mettre sur la table? Aujourd'hui, il faut continuer d'être à l'écoute de leurs demandes, ça c'est sûr. Il faut jouer la carte en ce moment, je pense, du sens et des projets. C'est surtout ce qui est demandé, c'est sur quel projet on va travailler, c'est sur quel sens est-ce que ça a, est-ce que c'est un projet intéressant, et pas se figer sur la durée. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on va recruter plutôt pour des projets que sur une durée, s'ils veulent aller voir un autre projet après, ce qui est plutôt bon signe d'ailleurs, d'avoir un peu de turnover. C'est des personnes qui veulent voir d'autres projets qu'on ne peut pas leur proposer en entreprise. Et c'est intéressant en tout cas de recruter sur des projets de mission. Nous, on est un petit peu moins en mode projet. Donc, ce que souvent les candidats recherchent, c'est savoir pour qui ils vont travailler. Donc clairement, c'est notre cible de clients. Donc c'est facile pour nous, c'est de la PME. Donc globalement, en Vendée, c'est quand même une grosse partie des entreprises qui sont en plus dynamiques. Mais je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on parle de quelque chose des fois qui n'est pas forcément très palpable. Donc c'est les collaborateurs qui l'expliquent le mieux. Donc ce qu'on fait en général, c'est que rapidement, c'est le collaborateur qui a le même poste que la personne qu'on veut recruter, qui va lui expliquer là, comment ça se passe au quotidien. Est-ce que je disais prescripteur? Ouais, exactement. De la société, ouais. Et là, nous, on a souvent une première approche un peu cadrée quand même. Voilà la fiche de poste, comment ça va se passer et autres. Et rapidement, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est assez court, on met le futur collaborateur, en tout cas on l'espère, en lien avec une personne qui a vraiment le poste qui est recherché. Les mêmes postes, ouais. Et là, ça se passe. Et les conversations souvent se délient. Et la personne cherche à savoir c'est quoi mon quotidien de demain. Je vais faire quoi et pourquoi et avec qui surtout. Si on ne sait pas répondre à ça, si on reste dans des cases, je pense que les personnes ne seront pas vraiment intéressées de venir chez nous. Alors, je oui, bien sûr. Juste, Florian, sur une partie, effectivement, le recrutement par les équipes, c'est quelque chose qu'on fait depuis 5-6 ans chez nous. Ce sont les équipes qui recrutent leurs collègues. Et effectivement, ça permet de délier les langues, de donner des infos intéressantes. Et depuis qu'on fait ça, je pense qu'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu déjà, parce qu'on ne les aurait pas eues. Et le fait que je n'intervienne pas dans les premiers entretiens, ça change un peu la donne, effectivement. Oui, Mathilde. Merci. Il y a aussi un point qui est assez intéressant, c'est que nous, les candidats qu'on rencontre, étant donné que Externatic travaille sur différentes villes, on s'aperçoit qu'au départ, la réponse des candidats, ça va être de se dire « je souhaite trouver un travail sur Nantes ». Et puis finalement, en les rassurant, en creusant un peu, il y a aussi la possibilité de trouver des solutions et d'être à l'écoute justement de ces personnes-là qui, au départ, vont avoir un avis très arrêté sur ce qu'ils vont rechercher, puis finalement, en découvrant qu'il y a des locaux qui vont être mis à disposition. Il va y avoir des jours de télétravail qui sont également mis en place, des aides, sur les transports en commun, des prises en charge. Finalement, ils viennent à se reposer, remettre un petit peu en question et changer d'avis. Et du coup, ça, c'est aussi des éléments qui, nous, sur la partie RH, nous permettent de capter davantage de profils. Ouais, pour rebondir là-dessus, en fait, il y a plusieurs types de candidats. Donc, le candidat vendéen, a priori, il n'y a pas besoin de l'attirer en Vendée. Le candidat qui est hors de la Vendée, il y a celui qui ne se rend même pas compte. En fait, il y a un terrain de jeu énorme en fait, en Vendée. Donc, la première chose, c'est en fait, d'arriver à atteindre en fait, ces gens-là qui se rendent compte qu'en fait, il y a un terrain de jeu qui existe en Vendée, que ça peut être sympa, des projets intéressants. Et derrière, c'est de lui montrer, de résoudre avec lui les problèmes qui vont arriver pour se dire, aller en Vendée ou aller autour de Nantes, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, c'est accompagner et apporter des réponses en face de chaque problématique que va avoir le candidat ou le prospect candidat. Alors tout à l'heure, je vous parlais de la génération Z, je vous parlais des différents réseaux, que ce soit Insta, TikTok, etc. Pourquoi? Parce que j'aimerais que vous me parliez, et après je passerai la parole donc, au public, de e-réputation. Est-ce que vous êtes vigilant sur la e-réputation d'un candidat? Parce qu'un candidat, il va sur Internet, il tape le nom de votre boîte, et donc il peut tomber sur toute une liste d'articles sur vous. Est-ce que vous faites attention à ça? Honnêtement, non.
Enfin, en tout cas, Là, moi, il y a non. Mathilde qui fait ouh, comme ça fait. C'est vrai que je fais pas attention à sa e-réputation à lui, si c'est la question. La nôtre, on y fait attention, parce que je crois que c'était ça la question, Vincent. Non, c'est la question. Ah, la est-ce que- nôtre. votre e-réputation pardon, ok. Je croyais que de votre société. Alors oui, ça, évidemment, je rassure Ah, Mathilde. c'était quoi Je croyais que vous souhaitiez qu'on regardait l'e-réputation du candidat qui arrive. Ah non, pas du tout. Et ça, non. Non. Mais par contre, Ah, à vous l'inverse, pourriez, ouais. hein, ceci dit. Oui, hein. non, mais c'est pour ça que la question n'est pas. Parce que vous pouvez aller sur Facebook et si vous voyez Ouais. voilà, des choses Non, qui peuvent ça, non. déranger. Alors, c'est pour pareil, la on sait question jamais. que j'ai mal comprise, moi, ce qui m'intéresse chez le candidat, c'est son engagement, ce qu'il fait hors du métier, associatif, sportif, culturel, ça c'est très important. Et Ouais. notre e-réputation. Oui. Aujourd'hui, Dynamips, on a choisi Trustpilot, qui est un outil qui permet vraiment d'avoir des retours de nos clients certifiés. Plus D'accord. certifiés que les avis Google. C'est-à-dire Ouais. que moi, je ne peux pas mettre un avis sur mon entreprise, ce qui est quand même pas mal. Et ça, on sait que nos candidats, ils font très attention. C'est-à-dire que combien d'étoiles bien on sûr. a, combien ça se passe. Ouais. Et ça, c'est bien. Et puis après, il y a tout. On bosse avec, pas donner tous les noms, mais des entreprises qui nous mettent en avant, comme Welcome to the Jungle ou autres, qui permettent vraiment de montrer à quel point Dynamips fait ce qu'elle dit. Et ça, Très c'est bien. important. C'est important. Donc, l'e-réputation, il y a cette e-réputation, on va dire, globale. En gros, est-ce que l'entreprise délivre bien son service? Est-ce que c'est est-ce qu'il y a un bon niveau de qualité, etc. Et puis, il va y avoir l'e-réputation employeur, qui est très visible, notamment sur les sites de notation employeur, type, je sais pas, Glassdoor, etc. Et donc, oui, c'est super important de faire attention à ça parce que, notamment, si on parle de Génération Z, ils vont avoir un réflexe assez instantané d'aller checker toutes les notations, enfin les notes qu'on peut avoir. C'est rebondir aussi sur le rôle de prescripteur, d'ambassadeur en fait qu'ont vont avoir les collaborateurs, parce qu'ils vont se renseigner sur ces sites de notation, mais qui ont leur travers. On en parlait un petit peu de possibilité un peu de se faire, on va dire, troller un petit peu par des personnes qui sont qui ont des expériences décevantes ou des choses comme ça, et donc ils vont aussi aller tout de suite auprès de leur réseau se renseigner. Et donc voilà, le fait d'avoir des ambassadeurs ou en tout cas des gens qui sont contents de travailler dans le groupe, dans l'entreprise, ils vont pouvoir derrière en fait en faire la meilleure publicité. Ouais. Donc ça c'est très important. Et pour parler d'e-réputation, aussi le groupe Atlantique a un programme d'ambassadorat sur les réseaux sociaux qui permet en fait à un certain nombre de collaborateurs qui sont volontaires pour le faire, de mettre en avant les sujets qui les intéressent au sein du groupe, que ce soit des thématiques innovation, produits, thématiques RH ou thématiques je sais pas, de croissance, de développement global ou d'actualité. Pour se parler, en fait, l'e-réputation aujourd'hui, c'est du marketing RH. Il faut marketer son offre RH et la mettre en avant. C'est pour ça que chez Groupe FBO, en tout cas, la com et les RH travaillent ensemble pour ce sujet-là et bossent sur des sujets en commun qui ne sont pas forcément de la réputation que sur Internet et visible. Le fait, par exemple, de répondre à toutes les demandes d'emploi, de rappeler chaque candidat avec un avis objectif pourquoi on ne le recrute pas. C'est une réputation qui n'est pas une e-réputation, parce que ou une irréelle, c'est ça. En vrai, et ben c'est presque aussi important que la e-réputation sur le web. Je vous ai posé la question parce que vous imaginez bien que j'ai checké la e-réputation de chacune de vos sociétés. Pensez bien. Félicitations, c'est très bien. Non, c'est vrai que vous mettez de belles choses. Alors, on a de la chance, on ne les a pas choisis par hasard, nos intervenants, nos invités, nos sociétés. C'est vrai que c'est important pour un cabinet comme Externatic aussi. Ça peut être une carte à jouer, c'est la réputation des sociétés pour lesquelles vous recherchez des candidats. On n'a pas besoin de la jouer, ils viennent la chercher tout seuls. Hein. C'est vrai que généralement, quand il y a des avis négatifs, nous, on est plus en après-vente justement sur le sujet pour les réconforter un petit peu et puis les rassurer. Des fois, c'est tout simplement un commentaire d'il y a 5-6 ans d'un collaborateur qui est parti, qui n'était pas en phase avec bien sûr. l'organisation. Ça peut arriver à toutes les entreprises aujourd'hui. Mais en fait, le fait que justement, il n'y ait aucune action qui soit menée par l'entreprise dans le fait de continuer à mettre des commentaires qui sont plus orientés sur du positif, les candidats derrière se braquent et se ferment radicalement pour certains sur cette partie. D'accord. Donc vigilance là-dessus. On va passer aux questions du public. On a un micro à disposition. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Hervé Pillot. Oui, je veux reposer une question que tu as déjà posée, parce que la réponse ne m'a pas satisfait. Alors attention. Madame nous a dit tout à l'heure que c'était un atout d'avoir des bureaux à Nantes. Et ça, je l'ai bien retenu. Et après, tu as posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer en Vendée? Est-ce que les métiers du numérique, globalement, ne sont pas des métiers véritablement urbains? Frédéric nous a parlé d'afterwork, des choses comme ça, c'est vrai, qui attirent. Je sais par ailleurs, pour côtoyer quelques entreprises, que
c'est quelque part un peu une vraie difficulté pour attirer chez nous. Qu'est-ce qu'il faudrait véritablement faire pour parce qu'on a plein d'atouts, mais est-ce que ces atouts sont véritablement en phase avec les demandes et les besoins de vos futurs collaborateurs? Je vais essayer de faire un bout de réponse. Sans langue de bois. Hein. Sans langue de bois. Nous, aujourd'hui, Dynamis, on a commencé... l'entreprise s'est créée sur Nantes. Et évidemment, au début, on a continué à embaucher la partie technique plutôt autour de Saint-Herblain, parce que plus facile. Et depuis 6 ans, il y a un changement complet. Les équipes techniques viennent vraiment dans les agences à Angers, à La Roche, à Rennes. À Mayenne, c'est un peu plus difficile en ce moment. Parce que clairement, il y a peut-être un peu moins de potentiel. Mais les agences qui étaient des agences commerciales il y a 6-7 ans, aujourd'hui sont des agences où elles sont 50% commerce, 50% technique. Je pense que tout ce qui se passe en ce moment, peut-être aussi suite Covid, le bien-être, l'équilibre vie pro, vie perso, fait que dans ce qu'on vit en Vendée, on a une carte à jouer qui est juste magnifique. Par contre, après, il faut que dans l'entreprise, donc à La Roche, parce que je suis vendéen, il faut qu'on ait tous les atouts d'une boîte du numérique qui bouge avec, on parlait d'aménagement, Frédéric a nouveaux bâtiments, les bons aménagements, les bons tips, tout ce qui fonctionne pour une boîte du numérique. Et si à ça, on allie la qualité de vie de la Vendée, voilà, au contraire, les Nantais, moi j'ai des Nantais qui viennent bosser à La Roche. Un coup de train, on arrive à La Roche, terminé. Pour rebondir là-dessus, alors je ne sais pas si le constat que le numérique, les métiers du numérique sont très liés à des profils urbains. Je ne sais pas si c'est l'histoire de l'œuf ou de la poule, mais est-ce que c'est parce que historiquement on a créé des boîtes numériques plutôt en ville et du coup, voilà. Et donc du coup ces populations-là se sont mis en ville. Et il est évident que un développeur parisien qui adore sa vie parisienne, on le fera pas venir en Vendée. Par contre, le développeur parisien, pour ne citer que Paris, qui suite Covid, remise en question de plein de choses, se dit la vie à la campagne, pourquoi pas, j'ai besoin de la mer, des grands espaces, etc. C'est cette personne-là, il va falloir en fait lui montrer et l'atteindre en lui disant en fait il se passe des choses au moins aussi intéressantes que dans le microcosme dans lequel tu es aujourd'hui à Paris, mais en Vendée. La concentration des offres et des opportunités n'est peut-être pas aussi large, mais il se passe quand même beaucoup de choses. Et donc c'est comment on atteint ces gens-là et comment est-ce que on pose cette petite graine de dire il y a d'autres choses qui se passent en dehors de ma ville, etc. Voilà. Je pense que c'est un point très important. Je pense aussi qu'il faut continuer à parler justement de la Vendée, essayer de gagner en attractivité aussi sur le secteur. Et ça part aussi de l'aspect familial, dans le sens où un accompagnement dans la recherche de travail pour le conjoint, c'est aussi des choses qui peuvent aider à attirer davantage de profils, parce que ça fait peur de se retrouver dans un secteur qu'on ne connaît pas, avec un environnement qu'on ne connaît pas. On disait qu'il y avait parfois un peu de manque de médecins, il peut y avoir aussi d'autres manques. Si l'entreprise est prête à accompagner justement dans ses recherches, que ce soit au niveau des écoles ou dans la recherche d'emploi du conjoint, c'est des éléments aussi qui peuvent aider, je pense. C'est hyper facile en Vendée. On a un réseau de chefs d'entreprise qui permet de trouver, de mettre en place, par exemple, pour ne pas le citer, le groupe Durée qui met en place des logements pour les entreprises pour loger ses salariés. Aujourd'hui, c'est un avantage qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors nous, ça fait quelques années qu'on a des appartements pour les salariés. On les avait achetés il y a 6-7 ans. Mais forcément, sur les demandes, on a tout ce qu'il faut ici chez nous pour attirer. Aujourd'hui, c'est même plus une question. Moi, je parlais à un vrai Vendéen, donc c'est mort. trop chauvin pour être objectif. Mais non, on n'a plus rien à envier à Nantes, entre autres, pour le dire, et les Nantais qui veulent rester habités à Nantes viennent en Vendée. Et puis après, si on veut de la diversité dans les équipes, que ce soit des Vendéens ou des Parisiens ou des Nantais, tant mieux, au contraire, qui restent à Paris, mais qu'on travaille avec eux, c'est très bien. Au contraire, il faut de la diversité. Autre question? Est-ce que vous avez une question dans le public? Alors moi, j'ai une dernière question, puisqu'on a parlé de collaborateurs, on a parlé de candidats, on a parlé aussi de managers. Est-ce que la posture de manager, et en particulier dans les entreprises du numérique, a changé, notamment depuis la crise Covid? Je vais bien répondre à la posture du manager. C'est un point effectivement qui a changé. Et d'ailleurs, chez Groupe FBO, les développeurs, ils ont plutôt un coach manager qu'un manager. C'est la posture du coach chez nous, manager. C'est quelqu'un qui va accompagner les équipes à grandir, accompagner individuellement et par équipe à grandir, à travailler différemment et à améliorer les façons de faire. Donc le manager, il n'est pas là pour contrôler les heures.
pour vérifier si les gens travaillent ou ne travaillent pas en télétravail. Il est là pour aider les salariés à progresser individuellement et dans leur équipe. Et ça, c'est vraiment une posture qui est différente. Ça devrait être la posture d'ailleurs presque de tous les chefs d'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, si on y fait attention et qu'on la propage bien entre managers, c'est un vrai plus pour nos entreprises. Ouais, je rebondis sur ce que dit Frédéric. Nous, on a des team leaders, donc on a chacun nos petits mots, mais c'est vraiment des personnes de proximité qui ont des équipes de 8 à 10 personnes. Donc on est là, on est dans l'accompagnement de ces équipes. Et ce qui a changé véritablement, alors peut-être quand même lié au Covid, mais aussi lié à la croissance de Dynamips, c'est que avant, on essayait de centraliser, donc le manager devait être proche de ses équipes. Et on disait, mais non, on va les recruter ici, comme ça ils seront à côté. Ça, c'est plus possible. Donc en fait, on forme nos managers à pouvoir faire du management à distance et donc de pouvoir avoir une équipe qui est basée sur différents sites. Et ça, par contre, c'est quand même un management différent. Donc là, ça change. Et donc dans l'accompagnement qu'on a avec encore une fois des cabinets de formation, on leur demande de pouvoir manager une équipe en distanciel ou du moins hybride, quoi. Merci donc à nos intervenants pour ces échanges passionnants. On va les applaudir. Mathilde Hamel, Frédéric Bonin, Florian Fruchet et Gabriel Thomas. Le replay de cette émission sera bientôt disponible sur la chaîne YouTube de l'événement de l'Innovation Week.